Bonjour à tous. La santé est un pilier de développement socio-économique de tout pays. Et au-delà des manquements souvent soulignés dans un monde de plus en plus digitalisé, la health tech s'est riche en solutions et est devenue le deuxième secteur tech le plus investi en Afrique. Et aujourd'hui, discuterons donc de santé et particulièrement de health tech et savoir quelle stratégie de valorisation de l'innovation. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Madame Emmanuelle Charaf, vice-présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, déléguée à la santé, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la recherche médicale, à l'économie de la santé. Bienvenue, Madame. Bonjour. Avec moi également, Madame Amal El Fallah. Vous êtes présidente exécutive de AI Movement à l'Université Mohamed VI Polytechnique. C'est aussi le Centre international d'intelligence artificielle du Maroc. Bienvenue. Merci, bonjour. Sami Abdelkrim, on ne vous présente plus. Vous êtes le fondateur d'Emerging Valley, très actif ici dans la métropole. Bienvenue. Avec nous également Laurent Moulin, directeur commercial d'Innovacom, spécialisé dans l'e-santé. Bienvenue. Bonjour à tous. Alors, la grande question de notre discussion ce soir nous emmène à décortiquer deux aspects principaux. Le premier, c'est comment la technologie, l'innovation révolutionne et peut davantage révolutionner la santé. Et je commence avec vous, Emmanuelle Charaf. Vous êtes spécialiste, experte de tout ce qui est pathologie mammaire et gynécologique. Alors, vous avez mené de nombreux travaux de recherche sur ces questions. Vous avez une expertise affinée et reconnue. Vous avez vu aussi les choses évoluer dans le temps. Et comment, en fait, appréciez-vous l'apport de la technologie en matière de santé? Je pense qu'on est actuellement à un virage. Okay. Au niveau de ce que peut apporter la technologie dans la compréhension de l'ensemble des maladies. On est vraiment, évidemment, la technologie a toujours impacté sur la connaissance, sur la prise en charge, sur le traitement des maladies. Mais là, on a multiplié de façon exponentielle, je pense, l'impact de ce que pouvait apporter la technologie, puisque là, les technologies ont évolué et permettent d'évaluer les maladies. Alors moi, ce que je connais le mieux, c'est le cancer, mais ça peut être dérivé sur d'autres choses, permettre de dériver la connaissance de la maladie tumorale à l'échelle de la cellule unique. Et donc ça modifie totalement notre prise en charge, puisqu'on peut savoir exactement chacune des cellules qui composent la maladie, qu'est-ce qu'elles ont de particulier et comment elles se comportent. Et donc, du coup, non seulement ça améliore notre connaissance de la maladie, notre prise en charge, mais ça améliore également, et de façon absolument certaine, eh bien, les traitements qu'on va pouvoir donner aux patients pour pouvoir justement être efficace sur l'ensemble des cellules qui ne vont pas dans l'organisme. Et donc ça, c'est majeur. Et ces technologies-là qui modifient complètement notre prise en charge des maladies, eh bien, sont des technologies qui malheureusement sont de plus en plus coûteuses, nécessitent des appareils qui sont extrêmement développés, nécessitent des traitements d'images, nécessitent de l'intelligence artificielle et nécessitent aussi un stockage de données très important. C'est d'ailleurs pour ça, et c'est un peu le sens de ce que je voudrais dire aujourd'hui, la métropole a énormément investi, notamment au travers des contrats de plan État-région, sur justement outiller le territoire pour être à la hauteur des standards internationaux, et ça évolue extrêmement vite. Amal El Fallah, que dire de l'intelligence artificielle et pouvez-vous partager un peu avec nous l'expérience marocaine? Oui, alors moi je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Madame il y a 2 secondes. Et en fait, parmi les technologies émergentes, on trouve l'intelligence artificielle au centre de toutes les innovations dans le domaine de l'industrie de façon générale, de l'industrie pharmaceutique, mais aussi dans le domaine médical.
Alors, l'intelligence artificielle, elle va apporter de l'outillage, de l'aide à différents niveaux du système sanitaire en entier. Donc, même si on ne parle pas, par exemple, des systèmes d'information qui entourent le patient, qui entourent le médecin, qui entourent l'hôpital, qui vont être complètement métamorphosés avec l'intelligence artificielle, et en particulier depuis 2 ans avec l'IA générative, si on s'intéresse juste au patient, le patient lui-même va pouvoir bénéficier des outils de l'intelligence artificielle pour, par exemple, on l'a vu dernièrement, la découverte de certains vaccins qui s'est fait vraiment accélérer grâce à l'intelligence artificielle. Comme l'a dit madame aussi, je suis entièrement d'accord sur l'aspect exponentiel des choses. Aujourd'hui, on parle de l'industrie X.0, le X étant pour exponentiel, que ce soit dans la médecine ou autre. Donc, si vous prenez un patient, on a des spécificités peut-être, puisqu'on est on est dans un forum Europe-Afrique. Je dirais qu'il y a des choses qui sont très straightforward en Europe, qui ne vont pas l'être nécessairement en Afrique. Et c'est là où je pense que c'est très important de bien situer les choses. Alors, je vais donner un exemple très simple. Un patient un patient qui a accès à l'information, qui a accès à Internet, qui sait lire, qui sait écrire, qui sait prendre ses médicaments, on peut se retrouver dans des situations beaucoup moins favorables en Afrique. Donc on a parfois dans certains pays, dans certaines régions, des taux d'analphabétisme qui sont assez élevés et qui entravent l'utilisation et le déploiement de ces innovations technologiques dans le domaine de la médecine. Donc nous, pour revenir à l'expérience marocaine, je parle en particulier du Centre international d'intelligence artificielle du Maroc que je préside et qui s'appelle AI Movement, dont l'objectif est de faire un mouvement sociétal grâce aux technologies de l'intelligence artificielle. Au sein de ce centre, on va aussi se soucier de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, puisqu'on est un centre de l'UNESCO, de catégorie 2 de l'UNESCO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces innovations technologiques, dans la médecine ou autres, on va essayer de les rapprocher du citoyen grâce à l'intelligence artificielle. Alors, pour un petit exemple assez simple, par exemple, on va assister des patients avec des outils d'intelligence artificielle qui vont les aider à se faire soigner, à suivre leur traitement, etc. Et puis à parler, à dialoguer, à faire de la télémédecine, etc. Donc tous ces outils-là qu'on va mettre, tous ces dispositifs qu'on va mettre autour d'un patient qui est parfois un peu démuni, qui n'a pas toutes les connaissances nécessaires pour utiliser ces innovations qui sont parfois très poussées par rapport au contexte africain. Voilà, donc c'était ça que je voulais. Très bien, merci. Et j'en viens à vous, Samia Abdelkrim. Quand on parle d'innovation dans le domaine de la santé, on est forcé de parler des startups qui portent cette innovation. Il y a beaucoup d'innovations dans le domaine de la santé aujourd'hui qui sont adoptées par les collectivités, qui sont déployées à grande échelle, mais qui viennent d'idées de jeunes entrepreneurs, etc. Alors, vous accompagnez, vous mobilisez régulièrement cette communauté. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'apport de cette communauté de start-up? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup à la tribune Jean-Christophe Tortora pour l'invitation et également pour la métropole, Madame la Présidente et cher Emmanuel Charaf. Très heureux de participer à cette table ronde. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège il y a quelques années d'avoir fait un grand tour de l'Afrique pendant plusieurs années où j'ai beaucoup suivi les innovations e-santé. Notamment dans les territoires reculés. J'ai fait plus de 25 pays et par exemple, je suis parti à la découverte avec plusieurs casquettes, notamment en tant que chroniqueur au monde, de start-up e-santé, par exemple au Cameroun, à la frontière avec le Nigeria, du côté de Bamenda, où par exemple, il y avait là un dénuement en termes de capacité hospitalière et plusieurs problématiques, notamment de compréhension pour pouvoir justement faire cette prévention par le numérique. Et c'était des startups, des jeunes pousses,
qui travaillaient main dans la main avec les autorités pour proposer des solutions qui permettent en fait, notamment aux jeunes mamans, de recevoir sur leur SMS, c'est-à-dire des feature phones, de l'information pour pouvoir notamment être régulièrement à jour sur les vaccins, sur les naissances à venir. Il y avait aussi une start-up que j'ai beaucoup suivie à l'époque qui allait voir les femmes, notamment en brousse, pour faire des scans, prévention du cancer du sein notamment, et avec une imprimante 3D, un microscope imprimant en 3D d'ailleurs au Cameroun, et qui a ensuite envoyé les datas sur le cloud pour être analysés par des spécialistes. Ça a permis de sauver des dizaines et des dizaines et des dizaines de vies. Et ces startups avaient à l'époque une base, elles pouvaient atteindre parfois des dizaines, parfois même des centaines, en termes de bases de données, de milliers de personnes. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'IA, on peut voir, alors vous parliez, je peux prendre un exemple marocain, il y a une start-up marocaine qui s'appelle Data Pathology, qui, elle, récupère les scans des patientes et qui les interprète, permet de les interpréter en 3D. Donc c'est justement ce pas en avant que permet l'IA, de faire plus pour justement être dans cette prévention avec une population cible. Il faut toujours avoir ça en tête quand on parle de terrain en Afrique, ce sont les déserts médicaux. Ça s'adresse beaucoup pour couvrir les déserts médicaux qui sont une vraie problématique sur le continent, comme on peut aussi en trouver en Europe. Et c'est là d'ailleurs qu'on peut voir aussi le basculement d'innovation sur le territoire européen venu du Sud. Je peux donner un exemple qui est assez frappant d'inspiration. Je suis pas mal allé au Rwanda, et au Rwanda, à l'époque, il y avait un projet qui était absolument futuriste, dont on parlait comme si c'était un peu de l'afrofuturisme, qui consistait en fait à faire de la livraison de sang, de médicaments avec des drones au Rwanda, parce que le territoire est très montagneux, accidenté, et ça justifiait en fait ce type d'innovation. À l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était vu comme un prototype expérimental. Il faut savoir que depuis maintenant quelques années, on est en train de tester une solution similaire à Aix-en-Provence, sur le territoire, notamment avec l'hôpital européen de Provence, en lien avec le centre français de collecte du sang, parce qu'il y a énormément d'embouteillages sur certaines zones, il y a des déserts médicaux, et on a calculé qu'en fait, on pouvait livrer des poches de sang en quelques minutes, parfois 4 kilos d'ailleurs de marchandises, sur un rayon de 100 km, et ça permettait de résoudre énormément de problématiques sur le territoire. Je parle de la Provence, il faut savoir que cette solution, elle est aussi testée, notamment dans la région nord. Donc là, on est vraiment, non pas dans la science-fiction, mais on est dans l'application d'inspiration e-santé qui sont nées au sud du fait de la contrainte. C'est la contrainte qui génère l'innovation, et on est en train de plus en plus de l'adopter. C'est ce qu'on essaye, nous, de mettre en avant avec Emerging Valley. Et je suis très heureux d'avoir Madame la Présidente Emmanuelle Charaf, parce qu'on pousse beaucoup ce type de partenariat. Je tenais à saluer les partenariats concrets qui sont nés de ce genre d'initiative. Je pense notamment à Connectinov qui, sous le patronage de la métropole, a fait un partenariat avec Eurobiomed, qui est le plus grand cluster e-santé ici au sud, et qui a permis de faire venir près de 4 startups e-santé tunisiennes sur le territoire. Je cite également, et je salue, Préa Pharma, qui est la lauréate de Provence Africa Connect, qui est accompagnée par la métropole et qui, lui, veut permettre aux patients, aux officines et aux hôpitaux africains de mieux tracer la lutte contre les faux médicaments, la contrefaçon, grâce à cette technologie. Et je salue également Santé Entreprise avec notre ami qui vient de faire un partenariat avec la métropole, et j'en suis sûr que Madame la Présidente pourra aussi en dire quelques mots. Voilà. Okay, très bien, vous avez évoqué l'expérience rwandaise. Je souligne que c'est une innovation qui a été saluée à travers le monde, et effectivement, ça a inspiré au-delà des frontières américaines, africaines. On sait par exemple que les États-Unis aussi s'y sont intéressés. Peut-être Laurent Moulin, vous travaillez dans tout ce qui est interopérabilité des données. Est-ce que vous pouvez nous présenter 2 ou 3 avantages
de l'interopérabilité des données dans le domaine de la santé? Alors, je vais m'appuyer sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, et c'est assez simple, et merci pour ces exposés. D'abord, je représente aujourd'hui Enovacom. Enovacom, c'est une entreprise née dans la région, hein, sur le territoire, puisque le siège d'Enovacom est à Marseille. Et c'est désormais le leader national de l'interopérabilité en France. Alors, l'interopérabilité, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout le socle technique qui va permettre de développer tous les usages qu'on a pu citer précédemment, pour permettre en fait à toutes ces startups, à toutes ces medtech, à tous ces créateurs de solutions innovantes de pouvoir accéder à la donnée de santé qui est aujourd'hui très centralisée dans les hôpitaux et dans les lieux où on réalise le soin. Bien entendu, cette collecte de données, pour que les gens puissent la partager, pour que les gens puissent l'échanger, pour que tout le monde parle le même langage, eh bien, en fait, on fait le traducteur un petit peu de tous les systèmes d'information qui existent dans les hôpitaux, puisque, bien entendu, il y en a, pour vous donner un exemple, dans un CHU, il y a plus de 400 applications différentes qui doivent parler d'une seule et même personne, le patient, et de tout contextualiser autour de ce patient. Et bien, tout ça, ça se passe par de l'échange de données et du partage d'informations. Et c'est donc le métier d'Enovacom depuis 20 ans. Pour revenir juste sur le sujet des startups, aujourd'hui, nous, justement, on accompagne. Hein, donc, Enovacom a été racheté en 2018 par Orange. Et Orange, vous connaissez l'investissement d'Orange sur le territoire africain. L'objectif, c'est aussi d'accompagner toutes ces startups en leur levant les barrières à l'entrée du marché et d'essayer, grâce à Enovacom notamment, d'enlever toutes ces difficultés techniques, technologiques qui sont aujourd'hui nécessaires pour pouvoir mettre en place leurs projets. Alors, dans le cadre d'expérimentation, on y arrive à peu près toujours. Hein. On a de très très bons techniciens, que ce soit en France ou sur le territoire africain. Mais par contre, ce qui est important, c'est le passage à l'échelle. Et c'est comment accompagner ces startups pour dire, OK, je l'ai fait dans un établissement, j'ai accompagné le centre anti-cancer du territoire à travailler sur telle ou telle pathologie. Comment est-ce que je peux le développer à l'échelle nationale, voire à l'échelle internationale? Très bien. Attaquons tout de suite le deuxième axe, parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. Alors, concrètement, messieurs et dames, quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place, sachant qu'on n'est pas dans une logique de faire du copier-coller, mais vraiment dans une logique d'inspiration. Quelles sont les stratégies qui peut-être ont marché en Europe et qui pourraient être mises en place en Afrique? Samir a abordé tout à l'heure les innovations qui ont eu du succès en Afrique et qui sont en train d'être adoptées en Europe. Alors, on connaît tout ce qui ne va pas dans le domaine de la santé, pénurie de médecins, manque d'infrastructures, pas assez de ressources, etc. Qu'est-ce qui a marché ici en Europe et qu'on pourrait déployer aussi sur le continent? Je vous donne la parole, Madame Charave. Voilà, ça, c'est une question vaste. Ce qui a marché, en fait, je pense qu'il faut déjà une volonté politique. Oui. Et vraiment, ça part toujours de là. Il faut dire que la France, au niveau national, a quand même cette volonté politique depuis quelques années, avec France Santé 2030, qui vise quand même à modifier totalement la vision et l'application de la santé, qui vise à mettre plutôt l'accent sur une santé préventive, participative, et à diminuer le temps entre l'innovation, quand elle est conçue, et le passage à l'application. Et c'est vrai que nous, en Europe et surtout en France, on mourait un peu de ça, c'est-à-dire que les innovations étaient faites, mais que du fait de nombreux écueils administratifs, que d'autres pays ont moins, et l'Afrique a beaucoup moins d'ailleurs, je pense qu'on peut aussi s'inspirer des autres, eh bien, les innovations arrivaient plus vite chez le patient. Et donc, partant de ce constat-là, la France a changé sa politique de santé, créé d'ailleurs l'Agence de l'innovation en santé. Et cette Agence de l'innovation en santé vise à appliquer tout ça et est dotée de certaines missions. Dans les missions, je citerai juste cet exemple parce que c'est vrai que pour nous, c'est très important sur notre territoire et peut-être que ça pourrait être dupliqué
par le fait de volonté politique, eh bien, il y a des appels à projets, notamment des appels à projets qui visent à rendre la France en Europe, bien sûr, autonome, suffisante en termes de bioproduction. Et ces appels à projets, c'est les appels à projets BioCluster, qui sont dotés de plus de 300 millions d'euros. Le territoire marseillais, métropolitain, a été lauréat d'un de ces bioclusters autour de l'immunologie. Et là, je pense qu'on voit bien à quel point la volonté politique est importante, c'est-à-dire que eh bien, tous les acteurs du territoire et la métropole, d'ailleurs je tiens à remercier notre présidente qui a énormément œuvré sur le sujet, en concordance avec la région et avec les porteurs de projets, pour avoir une candidature qui soit autour de l'immunologie, qui est notre domaine d'excellence. Et je pense que lorsque les politiques sont en concordance avec les richesses du territoire, eh bien, c'est un vrai plus pour la réussite des projets. Donc, nous avons eu ce biocluster. Est-ce que, eh bien, il y a très probablement des ponts à établir. Je pense que ce qui a marché ici peut marcher chez vous, et de la même façon, puisque je pense que c'est de la co-construction. Moi, ce que j'ai, pour avoir quand même pas mal travaillé sur quelques sommets Europe-Afrique, je me rends compte quand même que, effectivement, vous avez des solutions innovantes en termes de e-santé qui souvent nous inspirent. Vous avez parlé effectivement des drones, mais on peut parler, par exemple, j'ai rencontré à Emerging Valley Corinne Ouattara, qui a mis en place cette solution du pass santé, avec un dossier médical qu'on peut porter sur soi. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être inspirantes aussi. Ça ne va pas que dans un sens, ça peut aller dans les deux sens. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à co-fertiliser ensemble. Très bien. Amal El Fallah, j'en viens à vous. Oui, comment au Maroc, par exemple, vous avez pu mettre en place, ou vous êtes en train de mettre en place un certain nombre de stratégies qui permettent de relever le défi de la santé par la promotion de l'innovation. Et peut-être dites-nous un peu quelles sont vos sources d'inspiration. Oui, alors mes sources d'inspiration sont très larges, hein, puisqu'on est dans un monde globalisé, donc avant de faire quoi que ce soit, on fait un benchmark international. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur les benchmarks à un moment. Okay. Et pour revenir au Maroc, je pense qu'on a les mêmes aspirations, on a la même vision, mais on a peut-être quelques obstacles supplémentaires que vous n'avez pas en Europe. Et donc, il faut y remédier. La première chose, c'est former plus de médecins. Alors, je connais bien l'école de médecine française, elle est réputée mondialement. Aujourd'hui, on a aussi un problème de nombre. Hein. Oui, mais vous avez déjà les très bonnes formations. Et pendant très longtemps, les Marocains venaient faire médecine en France. Hein. C'était pas... mais aujourd'hui, il y a beaucoup de facultés de médecine qui ouvrent. Effectivement. Et au Maroc. Et qui accueillent de nombreux étudiants qui viennent d'ailleurs. Exactement. Je prends l'exemple de l'université Mohamed VI Polytechnique, à laquelle appartient le centre AI Movement. Dans cette université, on a 20% de places qui sont réservées aux étudiants africains. Et on a un grand CHU qui a ouvert il y a 2 ans. Mais il n'y a pas que l'UM6P, il y a d'autres universités marocaines qui donnent la priorité, qui inscrivent les études de médecine. D'ailleurs, on ne dit pas médecine, on dit sciences de la santé. Donc c'est beaucoup plus large. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que je pense que les premières promotions vont commencer à arriver et on aura beaucoup plus de médecins. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de permettre aux populations aussi de profiter de ces innovations en les formant donc à savoir utiliser ces innovations, pouvoir les manipuler, etc. Donc ça, donc je pense que le facteur humain va être quelque chose de déterminant dans la stratégie IA et médecine. Je rajoute à cela quelque chose qui apparaît de façon très très forte au niveau du Maroc, ce sont toutes les questions de l'éthique. IA, santé, éthique, ça c'est un sujet qui va être
qui est vraiment pris à bras-le-corps par les Marocains. Il y a des groupes de travail qui se créent à droite à gauche. On a l'Académie des sciences qui a pris ça aussi en charge. Donc, en fait, au-delà de l'innovation technologique, on se pose des tas de questions sur l'usage de ces technologies, leur adoption et leur impact aussi sur la société. Très bien, merci. J'en viens à vous, Samir Abdelkrim, vous qui êtes à cheval entre les deux continents. Comment la collaboration peut-elle se mettre en place sur le plan stratégique pour pousser davantage l'innovation dans le domaine de la santé? Alors, tout d'abord, il y a, pour parler de passage à l'échelle, de stratégie macro et nationale, voire même intercontinentale, il faut donc faire émerger des innovations e-santé transcontinentales. Il y a vraiment la question du financement. Je voulais juste en dire 2 mots. Et c'est plutôt un message optimiste. Les chiffres de 2023 sur le financement de la tech africaine ont beaucoup baissé. C'est presque moins 54%. Et le secteur de la santé, de la e-santé en Afrique, les startups africaines de la health tech qui ont réussi à lever des fonds ont beaucoup augmenté. C'est-à-dire que dans un contexte général de correction du marché qui est sévère, vous avez des investisseurs qui investissent davantage dans la e-santé africaine. Parce que c'est un secteur qui est en pleine, qui a, donc, potentiel est absolument gigantesque. Je crois qu'elle est au niveau international, le secteur global de la santé numérique en 2027, ça va représenter, je crois, 500 milliards de dollars. Et le continent africain, où la e-santé s'est beaucoup accélérée pendant le Covid, c'est véritablement là, aujourd'hui, que les innovations d'aujourd'hui et de demain se font sur des marchés continentaux, et la ZLECAf, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qui aujourd'hui peuvent vraiment changer la donne au niveau international. Et pour pouvoir réussir ce passage entre les deux continents, nous on essaie de le faire avec la métropole, avec Emerging Valley, c'est de faire de ce territoire un hub d'expérimentation, d'innovation entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Afrique et l'Europe. Et concrètement, ça passe par l'accompagnement de start-up. J'aurais pu citer également Tamba Labs, qui est une start-up aixoise qui utilise... alors lui, il fait un mix entre les plantes médicinales africaines et la biotechnologie pour prodiguer des soins et soigner ici sur le territoire, qui est parti au CES Las Vegas, qui a été distingué là-bas comme étant une des start-up prometteuses. Ça, c'est un exemple concret. Une start-up africaine qui travaille ici entre l'Afrique, le Sénégal et le territoire Aix-Marseille-Provence pour devenir un champion global. Donc ça, c'est, en tout cas avec nous, ce qu'on fait sur le territoire, c'est véritablement cette logique de hub, se servir des compétences. On aurait pu parler aussi des universités. On aurait pu aussi parler du fait que la santé, c'est véritablement une filière d'excellence sur ce territoire avec, vous pourrez le préciser peut-être, mais je crois que la filière Immunopol, on a gagné je ne sais combien de millions pour développer cette filière. Donc on peut véritablement... 97 millions. 97 millions d'euros. Donc on peut véritablement aujourd'hui se positionner pour faire appel justement aux innovations africaines qui veulent s'exporter en Europe et dans le monde, parce qu'on veut faire ce hub global, mais dans l'autre sens aussi, de mobiliser les talents et ceux qui veulent apporter des solutions à l'Afrique, et c'est le cas par exemple de Préa Pharma, pour faire leur passage à l'échelle sur la rive sud de la Méditerranée. Donc il y a vraiment cette logique de hub qu'il faut développer. Très bien. Pour finir, je me tourne vers vous. Peut-être nous dire un peu comment Enovacom, qui ne cesse d'innover aussi dans le domaine de la santé, vous êtes passé de l'interopérabilité à la télémédecine et vous ne cessez d'explorer ce domaine de l'innovation. Comment abordez-vous cette question de la stratégie? Alors nous, pour le partage, pour le partage aujourd'hui, on a un sujet qui est je pensais que vous alliez en parler tout à l'heure, mais qui est la recherche clinique aujourd'hui.
où l'innovation doit servir la recherche clinique, doit servir le soin, bien entendu, pour mieux prendre en charge les patients, mais doit aussi nous aider à prévoir la médecine de demain avec la recherche. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur, notamment avec l'université du côté de Nice et le CHU de Nice, sur des projets aujourd'hui de mise en commun de la data, c'est-à-dire que la recherche ne se fait plus au niveau local, mais doit se faire sur un niveau, on va dire, régional, voire plurirégional, pour pouvoir élargir la base de patients et pour pouvoir avoir des recherches et découvrir des traitements de plus en plus pertinents, en tout cas pour mieux prendre en charge les patients et pour mieux les soigner demain. Faire des recherches de plus en plus pertinentes pour avoir des résultats qui permettent de résoudre les grands défis de la santé dans un monde où apparaissent de nouvelles maladies qui deviennent des maladies beaucoup plus répandues. Merci beaucoup pour ce temps que vous avez accordé. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme du timing qui nous est imparti. Si vous permettez, juste un petit mot pour conclure. Et je voudrais reprendre ce qu'a dit Madame, qui est très important en fait. Oui. Vraiment le mettre en exergue, c'est la formation. Oui. Comprenez à quel point c'est important partout. Et d'ailleurs, une des façons de faire monter et de passer à l'échelle supérieure, c'est non seulement d'avoir des sciences médicales et paramédicales, puisque nous, c'est comme ça qu'on appelle la fac de médecine ici, qui soient interconnectées avec la science. Et ça, c'est absolument important. La science biologique et avec tout ce qui arrive sur l'IA, avec les sciences computationnelles. C'est vraiment un enjeu majeur. Un enjeu majeur. Merci beaucoup. Merci, chère audience.